Bonjour à tous les amis, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chères personnes qui se lèvent le matin et peut-être qui ne se lèvent pas. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé la solution pour pas me lever le matin et gagner des sous. En tout cas, il y a sûrement des génies qui arrivent. Le magnifique concours des 20 voitures, regardez-moi ça comment c'est beau, avec les petites femmes devant, là, les petites statues de femmes. Les 20 belles voitures que je n'essaierai pas sur mon propre circuit, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo comme vous l'avez vu. Donc on vous fera pas malheureusement une vidéo où je vous dirai j'essaye les 20 voitures du concours sur mon circuit. Peut-être que je vous ferai une vidéo, je les essaye sur un circuit. Et pourquoi? Là je le tiens dans ma main. Je trouvais ça très intéressant de vous parler d'un projet que j'ai un peu foiré. Là, à la fin de ma chaîne YouTube, il y aura plus de sujets que j'ai foirés que j'ai réussi, tu vois. Comme je disais dans ma dernière vidéo où j'ai foiré quoi? Ma boîte de peinture. C'est sympa de faire l'hypocrite, de dire regardez tout ce que j'ai échoué. Tu sais, c'est un peu à la mode de dire regardez, j'ai échoué, l'échec, c'est ceci. Mais c'est vrai, en même temps, c'est vrai. L'échec, c'est très motivant, etc. Parce que soit c'est motivant, soit t'as le seum. Et j'ai le seum, tu vois. Reparler de tout ça, là, ça va me foutre le seum. Ça donne la dalle, frère, tu vois ce que je veux dire? Ça donne la dalle pour réussir encore mieux après, tu vois. Mais il y a trop de gens, en fait, qui maltraitent ça. Tu sais, c'est comme les mecs qui ont trop maltraité les formations, c'est comme les mecs qui ont trop maltraité les trucs, ça donne ça l'image. Et aujourd'hui, je trouve que de parler des échecs, regardez, j'ai échoué ça, pourquoi l'échec c'est bien, machin. Les gens, ils en ont trop fait un business, en fait, pratiquement. Du coup, c'est à la mode de dire mes plus gros échecs, mes échecs ceci, mes échecs cela. Bon, bah voilà, c'est à la mode. Et c'est vrai que c'est facile de parler des échecs en mode hypocrite. À côté de ça, t'as réussi des trucs. On a tendance à moins en parler quand on fait que de foirer. Mais bon, peu importe. Vous prendrez ça comme vous avez envie de le prendre, mais moi, je sais pas trop comment le prendre. Et donc voilà, je n'irai pas, malheureusement, essayer ces voitures sur mon propre circuit parce que ça a failli être le cas et c'est vrai. J'ai failli acheter un circuit. Ça s'est pas fait. Ça me fait bien chier d'ailleurs. Voilà, je sais qui a racheté aujourd'hui le circuit. C'est pas par rapport à ça, mais il a été quand même vendu moins cher que je l'avais négocié et enfin bon, c'est dommage. Les amis, juste avant de vous détailler ce beau petit prévisionnel avec tous les chiffres, avec tous les détails, je vais vous raconter à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas, comment j'ai foiré l'achat de ce circuit, pourquoi ça n'a pas fonctionné, je vais tout vous expliquer. C'est une vidéo où je vais pas mal parler parce que je vais rentrer vraiment dans les détails, je vais vous donner les chiffres, je vais vous dire pourquoi ça n'a pas marché, je vais tout vous expliquer. Mais juste avant, bordel de merde, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Non mais vous vous rendez compte qu'on est bientôt 400 000? Ça veut dire que bientôt, un peu moins bientôt, un demi-million d'abonnés. Vous vous rendez compte? Et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ça plaît à pas mal de gens quand je raconte ces petits sujets de vidéos, c'est ouf. Je suis content que ça vous plaît, je suis content que les sujets, vous les aimiez. En tout cas, merci d'être là, merci pour tous vos bons commentaires, pour tous vos retours constructifs, quand des fois je dis des petites conneries ou quand des fois il y a des trucs que vous kiffez à mort. Mais en tout cas, abonnez-vous, c'est hyper important les amis pour que je puisse vous partager de plus en plus de projets. Là, j'ai des projets de maisons, de bâtiments, de trucs entrepreneuriaux de ouf. Et je vais tout vous partager du début jusqu'à la fin en vous passant par toutes les étapes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va foirer? Je vais tout vous détailler. Donc c'est important pour moi que vous puissiez vous abonner et qu'on puisse faire la fête ensemble, bordel de merde. Alors on va aller se poser et je voulais vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est important. J'ai encore un autre truc, pas un échec, mais j'ai encore un prochain sujet de vidéo sur un truc qui s'est pas passé comme prévu. On est sur une série noire. On est sur une série qui est pas motivante. En vrai, il y a plein de choses qui se passent super bien. D'ailleurs, je vous en parle aussi, hein, évidemment. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de parler des choses qui se sont pas passées comme prévu. Il y a ce sujet-là que je vais bien développer parce que là, en fait, j'ai en main le prévisionnel que je vais vous remettre dans mon mail gratuit, le 100 hebdo là. C'est ce qui va après les vidéos YouTube de cette chaîne. On fait un mail toutes les semaines, tous les jeudis matins. On envoie un mail, c'est totalement gratuit. Et il n'y a rien à vendre dans le mail. C'est vraiment pour vous faire kiffer et aller plus loin dans la démarche. Et donc tout ce prévisionnel, là je vais vous en parler. Mais évidemment, je ne vais pas détailler chaque truc parce qu'on a fait un vrai dossier. Mais je vais vous le mettre complet dans le mail. Et en fait, ce dossier-là, il est très pratique pour quelqu'un qui veut lancer un projet, qui veut séduire une banque, qui a besoin de lever des fonds. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment ça a été accepté. Tous les feux étaient verts. Aujourd'hui, je ne suis pas propriétaire de mon circuit. Pourquoi je peux pas atterrir avec mon putain d'avion dans la ligne droite du circuit et aller faire de la voiture sur piste à 5 h du matin si j'en ai envie? Voilà pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je peux pas faire ça, putain. Pourquoi je peux pas faire de la moto de super motard tous les jours? Pourquoi je peux pas faire mes vidéos là-bas? Pourquoi je peux pas inviter des youtubeurs? Pourquoi? Putain, ça aurait été trop bien, je suis dégoûté. Fait chier, j'ai vraiment une vie de merde. Du coup, j'ai juste mon château. Elle a 100 ans, la table là. T'as vu comment elle est piquée par la rouille? Elle a 100 ans. Pour faire simple, les potes, je vais vous reparler de plein de petites choses. Sur cette chaîne YouTube, j'ai plein de sujets comme ça à vous raconter. J'ai plusieurs vidéos qui arrivent sur des choses qui se sont super bien passées pour moi. Sur l'état des lieux de certaines sociétés. On a une boîte qui a explosé aujourd'hui, c'est ma boîte d'Airsoft. On est en train d'ouvrir un nouveau magasin, je vous ai fait plein de sujets. Dans quelques jours, je signe mon gros projet. J'ai acheté une grosse maison
avec des belles dépendances, avec des terrains constructibles, et des espèces de variantes, des trucs techniques dans l'immobilier que je connaissais pas, des terrains avec des AOP ou des OAP, je sais plus comment ça s'appelle, où tu as une obligation communale de créer des logements neufs, etc. Enfin moi, des contraintes de ouf, mais je vais vous en parler. Donc cette maison-là, je vais vous faire des vidéos du jour où je vais avoir les clés, et ce jour arrive bientôt. Je vais vous expliquer tout ce que je vais faire, parce que je vais faire plein de choses différentes dans le même endroit. Je vais faire des travaux, je vais faire plein de choses, je vais tout vous montrer de A à Z jusqu'au jour où il y aura des locataires et tout. J'ai reçu l'accord de permis de construire, je pensais pas que ça m'arriverait encore un jour dans ma vie. Après des démarches et des démarches, j'ai reçu le permis de construire pour la maison dont je vous ai parlé sur cette vidéo. Donc maison que j'allais refaire, qui a le toit en bas. Et donc cette petite maison qui était une ruine, je pensais que les travaux allaient commencer plus vite. Et ça a été une galère parce que l'assainissement et machin et trucs. Là ça y est, j'ai eu officiellement le permis de construire. Alors le permis de reconstruire, j'ai le droit d'attaquer les travaux. Je croyais que c'était plus possible en France de faire ça, donc je suis très content. On a reçu enfin le papier, on a le droit d'officiellement à partir de hier de commencer les travaux sur cette petite maison. Donc là pareil, je vais tout vous filmer du premier coup de marteau jusqu'à ce que ce soit un château, frère. Donc j'exagère un peu, mais je vais faire un très beau truc. Le projet, je vais vous l'expliquer, il n'a pas changé depuis que j'ai fait la vidéo où je vous expliquais, j'ai acheté une nouvelle ruine. Donc voilà, j'ai une future vidéo à faire sur mon manoir. Il y a des gens qui se posent la question sur mon manoir, mon vieux manoir, mais qu'est-ce que tu fais du manoir et tout? Je me suis fait un peu enfler par certaines instances. Bon, ça déjà depuis le départ, parce que là, la mairie là-bas, frère, c'est des malades mentaux. S'ils avaient eu une Kalachnikov, je pense qu'ils m'auraient déjà mitraillé. Mais bon, ça m'étonne pas, hein, on est dans ce monde-là malheureusement. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire là-bas. C'est simple, hein, c'est de la dynamite, un détonateur et un cordelet détonnant, ça s'appelle, voilà. Tu l'allumes à 1 km, il explose au même moment à l'autre bout du kilomètre. Donc voilà, je vous laisse voir ce qui risque d'arriver. Si ça continue comme ça, parce que ça c'est des choses qui rendent fou, donc ça va sûrement finir avec 1 kg de C4 dans les fondations, frère, et je vais le foutre par terre le bordel. Et ça me fera 1 million de vues, et au moins j'aurai rentabilisé cet achat. Ça me rend ouf quand j'en parle. Je vous reparlerai aussi de ça. Donc là il y a plein de beaux sujets qui arrivent. Il y a une nouvelle entreprise, ça s'appelle pas une entreprise, que c'est pas un cabis, mais je vous expliquerai, c'est un nouveau projet qui a beaucoup moins d'ambition que d'autres que j'ai pu mener, mais qui a un truc cool et qui m'anime vraiment. Donc ça je vais vous en parler aussi. Prends une chaise Valentin, non? Tu vas te faire chier là. Installe-toi, hein. Eh, fais comme chez toi. Alors maintenant le circuit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait beaucoup de vidéos avec Nico, le patron de GTRS à Bordeaux, pour parler de la misère des mairies et de la France et de ce qui peut se passer. Nico en est la preuve humaine. Donc c'est un circuit, on a fait beaucoup de vidéos, on y allait 2-3 fois par mois. C'est vraiment carte blanche, c'est vraiment quelqu'un qui nous a vraiment mis bien, Nico, à l'époque sur le circuit de GTRS. Il nous faisait confiance, il nous laissait faire. Il nous a dit les gars, faites ce que vous voulez du moment que vous vous amusez. Et je vous pose pas la question et je vous demande pas de respecter les lieux parce que je sais que vous le ferez. Et on a toujours respecté ce qu'il nous a demandé, on a toujours demandé quand on voulait faire un truc nouveau. Il a toujours accepté et c'est ça qui a fait que ça a donné une super relation entre Nico, nous, les youtubeurs, et c'est comme ça qu'on a pu emmener le bouseux, qu'on a fait des vidéos officielles pour Shiftech, on a fait vraiment plein de vidéos, et vous le savez parce que je vous ai présenté tout ça, la Ferrari en travers, où j'ai cassé le turbo, la Ferrari du concours, la Ferrari blanche en travers, où j'avais perdu les rushs le soir, j'ai niqué le turbo et tout. Ça, on a fait des vidéos super. Jean-Marie avec la RS6, qui passe à 300 à la ligne droite. On a vraiment fait du super contenu sur ce circuit-là, et un jour, les flics sont arrivés. Flics qui d'ailleurs s'entraînaient au circuit gratuitement, sont arrivés, donc ça doit être très difficile d'être flic des fois dans certaines situations. C'est à la fois tu viens voir ton pote et tu roules gratuitement sur un circuit, à la fois le lendemain tu dois le mettre en garde à vue et le dégager de chez lui, quoi. Et donc ça les flics ils ont pas dû aimer. Après ils avaient qu'à pas s'engager. Voilà, c'est leur responsabilité, c'est comme un huissier de justice, des fois il peut faire des belles choses, et des fois il met des gens qui n'ont pas de thunes à la rue aussi, donc il y a des métiers qui doivent être difficiles à porter tous les jours, et je pense que celui de flic dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça va pas être si simple que ça, et j'ai des potes keufs, flic, je sais pas, c'est péjoratif de dire ça peut-être, oui, j'en sais rien. Gendarmes et policiers, de toute façon, c'est la même chose. Allez hop, ça y est, j'ai créé une guerre. Parce que on a beaucoup de gendarmes qui viennent faire de l'airsoft, et on a à la fois aussi beaucoup de policiers qui nous suivent, qui viennent sur les événements, et il y a une guerre entre les deux. Hein. C'est pas impossible, il y a un jour que ça se tire entre eux. Franchement, tous les policiers que je connais détestent les gendarmes, et tous les gendarmes que je connais, ils diraient non mais les gars, eux c'est pas des militaires. Je sais que c'est un métier où t'es détesté, il y a que des cons, machin, bon. En tout cas, nous on a eu la chance de souvent tomber sur des mecs sympas. Alors on a eu des connards aussi. Hein. Attention, il y en a, ils nous ont défoncé la tête, mais on est très souvent, faut le dire, pourtant à une époque je faisais pas tout pour bien me faire voir. Et on est très souvent, et je dis pas ça pour sucer des queues, vous savez que j'en ai rien à faire, très souvent tombé sur des bons flics qui m'ont pas enfoncé loin de là, et pourtant j'avais fait des conneries et tout, donc voilà, il y a quand même des gens bien, sachez-le. Tout ça pour dire que Nico, un jour ils lui ont dit bah tu dégages, donc il a eu le temps de prendre 3-4 affaires, ils ont bloqué les portes. Il a pu revenir le lendemain, je crois, ou le surlendemain, virer ses voitures, ses meubles et tout. Et ils ont viré Nico du circuit, sous prétexte que c'était un endroit qu'ils avaient besoin d'avoir pour mettre les gens du voyage. Ils savaient pas au départ. C'est qu'ils leur ont promis un endroit pour mettre les caravanes, etc. Donc tant mieux, parce que déjà les communes, elles sont tout le temps en train de pigner les gens du voyage, ils veulent les mettre nulle part, ils veulent pas les aider,
ils veulent pas leur donner de lieu et après ils se plaignent que les mecs ils tirent avec le Sprinter V6 double essieu, rouge jumelé, que les mecs ils arrachent les barrières et tout pour aller se garer, mais en même temps il n'y a aucune mairie qui fait l'effort, donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Et là, ce qu'ils savaient pas, les gens du voyage, c'est que ces salauds de la mairie, ils leur ont donné un terrain où il y avait une ancienne entreprise qui avait pollué les sols, mais pollué de vénère, hein. Toute la pollution du sol qu'il y avait, et c'était là qu'allaient se retrouver des petits gitans en train de courir dans la nature, frère, dans des endroits qui étaient ultra pollués. Donc la mairie, si tu veux, en fait, elle a éliminé un problème sous prétexte qu'il fallait un endroit pour mettre les gens du voyage. Et que, enfin bon, ça a été une sale histoire. Ils ont pris Nico pour des cons et à la fois les gens du voyage. Donc si tu veux, ils n'ont pas fait tout le bon taf qu'il fallait faire. Après, je suis pas sur place, j'étais pas avec les gens du voyage, j'étais pas avec Nico, j'étais pas avec les flics, j'étais pas avec la préfecture. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu une grosse magouille et ils ont fait fermer ce circuit, qui était un circuit qui était vraiment ouvert à tout le monde, les gens kiffaient. Et depuis que le circuit a été fermé, il y a eu v'là les runs, v'là les accidents, les gens qui se sont tués et tout, parce que du coup, les jeunes, ils n'ont plus d'endroit pour s'amuser. Donc voilà, le désastre politique actuel. À petite échelle, parce qu'on parle des communes, on parle des mairies, on parle des gens qui ont un petit peu de pouvoir et qui chient sur autrui. C'est même pas sur quelqu'un en particulier, ils chient sur les autres, ces gens-là. C'est pas le sujet, mais c'est des trucs qui me mettent hors de moi. Surtout la manière de faire. Nico, il a fait, je crois, 4 millions d'euros de travaux. Ils l'ont dégagé comme une merde dans un circuit où il a fait des super tafs comparé à l'ancien propriétaire. Enfin bon, peu importe. J'avais envie de faire ce point-là. Et donc Nico, un jour, me dit, mec, je connais un circuit à vendre. Donc je me dis, mais attends, what the fuck, ça coûte combien un circuit? Tu vois. Et en fait, c'était un peu comme GTRS. Le GTRS, de mémoire, ça faisait 1,8 km. Et là, le tracé du circuit en question, il faisait 1,4 km. C'était à 3 heures de chez moi. Et je me suis dit, putain, mais attends, comment ça et tout. Et Nico, il m'explique, il me dit, bah là, il est à vendre, machin. Il a dit, moi, avec ce que je fais à côté, ça m'intéresserait, pourquoi pas, de louer avec toi, d'organiser des journées, d'organiser des trucs, etc. Donc j'ai commencé à mûrir un projet. On a été visiter le circuit une fois, on y est retourné une deuxième fois. Le circuit est top, c'est une dinguerie. L'asphalte, magnifique, v'là le terrain, v'là les installations, une putain d'endroit d'accueil. En fait, pour être clair, c'est un circuit qui a été fait pour l'auto, qui n'a pas été homologué, je crois, tout à fait pour faire des vraies journées track day, etc. Il y avait une histoire comme ça. Mais en gros, il était fait aux dimensions voiture, mais c'était utilisé comme un giga circuit de supermotard, de karting, de mini-moto, de motos de course. Il y avait des mecs qui s'entraînaient avec des motos de vitesse, il y avait des journées drift de voiture. Enfin, c'était vraiment un peu comme ce serait un peu comme le circuit de l'OEA, pour ceux qui connaissent. C'est pas un énorme circuit, c'est un gros circuit de karting, c'est un gros circuit de supermoto, mais c'est un petit circuit de voiture. Enfin, c'est quand même un putain de circuit de bagnole. Et moi, c'était trop bien parce que dans la ligne droite, elle était parfaite la ligne droite parce que je pouvais atterrir avec mon avion. Donc je pouvais vraiment partir d'ici, avoir 45 minutes, 1 heure de vol, me poser dans la ligne droite et aller bosser, quoi. Enfin, il y avait toutes les installations, les tours de contrôle, les trucs. Il était très beau le circuit. C'était vraiment un putain d'achat et le terrain faisait partie de la propriété du circuit. Donc c'était sur une parcelle de 10 hectares. Donc là commence à arriver le moment où on parle d'argent. Donc le circuit était à vendre 1,4 million au tout départ de mémoire. Donc on va le visiter. Nanana. Donc moi je commence à essayer de voir le tarif et tout. Tout de suite je comprends que ça peut se vendre 1,2 million. Donc moi je commence à voir au niveau de 1,2 million €. Donc moi je me dis je commence à faire des calculs un peu savants, je me dis je peux l'acheter, quoi. Je sais que avec tout ce que je fais aujourd'hui, l'argent que j'ai de côté, je sais que ma banque me prêterait l'argent. Tu veux, la banque sait aujourd'hui que je suis un bon payeur, je rembourse mes crédits, que mes boîtes elles fonctionnent pas trop mal, même si tout n'est pas rose. Elle sait que je suis quelqu'un qui est sérieux plutôt dans les affaires, etc. Donc je savais que la banque me prêterait l'argent. Et je savais aussi que vu que j'avais pas mal d'argent de côté, que dans tous les cas la banque, tu sais, quand tu vois que tu as de l'argent de côté, elle te prête l'argent, tu vois. Ils savent que s'il y a un problème, ils iront repiocher là où tu as de l'argent de côté. Et je savais que dans mon cas, ça aurait été simple d'emprunter cette somme. Évidemment, il faut le vendre aux banques. Comme je vous avais déjà parlé dans une vidéo, j'ai préparé un rendez-vous avec tout ce qu'il faut faire autour. Donc là, il y a Géraldine que vous connaissez sur cette chaîne YouTube et Romuald qui a rejoint l'équipe que vous connaissez pas encore. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo où on présentera Romuald, qui m'ont beaucoup aidé aussi dans ce genre de rendez-vous parce que c'est ma volonté de raconter mon histoire, de raconter ce que je fais de la meilleure manière et de la plus transparente possible aux banques, de leur raconter mon histoire et après de rentrer dans le vif du sujet. Donc on fait toujours un rendez-vous dans le salon du château avec les banquiers. Donc soit on prend les responsables d'une banque, soit on demande à plusieurs responsables de banques différentes de venir et il y a une sorte d'enchère après, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de faire des rendez-vous avec plusieurs banques en même temps et ensuite c'est celui qui me propose le meilleur taux, quoi. Malheureusement on est dans un monde où c'est comme ça quand dans le monde d'entreprise, c'est comme ça, quoi. Tu peux faire des choses que tu pourrais pas faire en tant que particulier, etc. Et c'est mon cas et je l'ai vu, hein. Moi les banquiers à une époque ils coupaient nos cartes bleues avec nos verres. C'est sympa de les voir au château entre eux pour essayer de me faire le meilleur taux. Là, on a des banquiers, nous, avec qui on travaille, qui sont super, qui sont des personnes passionnées par leur métier, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, on a des personnes en face de nous qui sont passionnées et qui vont vraiment nous écouter. Ils savent qu'on leur raconte pas des salades et qu'on leur vend pas la messe pour essayer de soulever de l'argent et d'aller s'acheter un yacht, taper des
et de l'héros à Dubaï, sur la plage, en chantant, frère, en dansant, pendant 72 heures, parce que la cocaïne, frère, a fait un effet que t'as plus envie de dormir et tout ça. Donc ils savent que c'est pas ça et qu'on va bosser. Je fais un beau diaporama, j'explique ma société actuelle, j'explique ce que je fais sur YouTube, l'évolution, combien j'ai d'abonnés, comment on fait pour vendre nos vêtements, comment on organise nos événements, quelles sont les choses qu'on a mis en place pour la sécurité de notre entreprise, pour pérenniser les revenus de notre entreprise, pour s'occuper de la masse salariale, pour comment on les a sécurisés aussi avec les mutuelles, avec la sécurité sur place, les formations qu'on fait, les premiers secours, les formations incendie, tout ce qu'on met en place pour qu'on ait une société qui soit saine, qui soit sécurisée, qui soit prévoyante. On amène un côté que je montre jamais dans mes vidéos et de manière générale, parce qu'on s'en branle, que j'ai des extincteurs aux normes et que j'en ai plus que prévu, ça vous en tapez. Ça, on le montre à une banque parce que c'est ma volonté d'avoir un endroit qui soit bien sécurisé. On l'a remarqué avec l'incendie de la 90 quand Dylan avait soudé dedans. Heureusement, à 2 mètres, il y avait un extincteur et Dylan, il a pu quand même stopper la propagation du feu très vite et que ça n'a pas brûlé l'atelier. Donc tu vois, ça mine de rien, mes assureurs et les banques, ils se disent, bon, les mecs, ils ont l'air cons un peu sur YouTube. Mais derrière, c'est des mecs sérieux, il y avait bien des extincteurs à 3 mètres, donc tu vois, c'était plus que ce qu'on nous imposait. Donc on a expliqué tout ce qu'on faisait, comment je comptais développer mes entreprises, qu'est-ce que je voyais à moyen et long terme. Donc j'ai raconté la belle histoire de tout ce que je fais, ça dure 1 heure quand je raconte cette histoire-là. Et ensuite, je rentre dans le vif du sujet en leur expliquant, voilà, aujourd'hui, pourquoi je veux acheter un circuit. J'ai une opportunité qui s'ouvre à moi, il y a une négociation faisable, donc moi le circuit était 1,2 million, je l'avais négocié à 950 000 €. Et donc j'explique aux banquiers, je leur dis, bah voilà, maintenant, pourquoi je fais une sorte de préface avant d'arriver et de sortir le dossier. La banque le sait pas ça. Et ça, quand tu fais ça, mais frère, t'as tout gagné. Le banquier, il est reparti. Il m'a dit, merci, je suis OK, je vais tout faire pour que vos dossiers passent. C'est parfait, vous avez fait une super présentation. Merci, c'est très rare que les gens fassent des trucs aussi pro. Et ils étaient étonnés, parce qu'ils me voient avec le god ventousé sur le front, dans mon tank, frère, en train de défoncer des BM et tout. Tu vois, ils n'imaginent pas qu'on a fait un super travail. Et c'est ça aussi un petit peu le secret du fait qu'on arrive à faire plein de choses. Les banquiers, à la base, moi, ils veulent pas me prêter d'argent. Ils se disent, c'est quoi ce narvalo là, il se prend pour qui, lui, tu vois. Une fois qu'on a présenté tout ça, comme je vous dis, ça dure 1 belle heure. Je leur explique mon entreprise, ce que je veux faire, mes ambitions. Je fais une sorte de préface du projet. Et là, je leur dis, pourquoi un circuit? Pourquoi vous auriez la folie de me prêter de l'argent pour que j'achète un circuit? Première chose, parce que j'ai assez d'argent pour pouvoir le payer cash. Donc c'est plus intéressant pour vous de me le financer, sachant que si vous voulez pas me financer, je l'achèterai directement sans passer par une banque. Donc là, déjà, tu marques quand même quelques points. Faut pas faire le mec prétentieux, faut pas dire moi j'ai de l'argent, je vous emmerde, j'ai pas besoin de vous. Non, faut dire voilà, je suis quelqu'un aujourd'hui qui a la disponibilité et qui permettra à la banque de s'assurer, d'hypothéquer un compte bancaire comme ça pourrait être un immeuble. Et la banque est sûre de récupérer son argent, parce qu'on est capable de mettre cet argent de côté volontairement pour vous prouver qu'on fait pas n'importe quoi avec notre trésorerie d'entreprise ou du groupe d'entreprise. C'est obligatoire parce que moi dans mes projets je peux pas prendre l'argent que j'ai de côté, l'argent que j'ai placé, etc. Quand tu demandes de l'argent et qu'il y a la même somme à côté qui est investie, etc. Les gens ils se disent bon, dans tous les cas s'il y avait un drame, ils ont de l'argent. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est là où tu marques des points, attention. Cette solution-là, elle marche très bien pour quelqu'un qui n'a pas d'argent de côté. Moi, j'ai fait des financements à 110%, où j'ai financé plus que le prix du bien. J'ai fait des financements où je mettais 5%, 10% d'apport. Et j'avais pas la trésorerie. Donc là, je vous dis ça, et c'est facile de dire ça. Évidemment que la banque, elle te prête de l'argent si tu as des sous de côté. Mes premiers crédits que j'ai fait avec mon entreprise, qui était beaucoup plus petite, j'avais beaucoup moins de chiffre d'affaires. Mon entreprise, à l'époque, je crois qu'elle avait 180 000 € de chiffre d'affaires. La banque m'a prêté 147 000 € à 100% de mémoire, ou alors j'avais payé les frais de notaire en apport, quoi, un truc comme ça. Et donc, j'avais présenté aussi ce que je voulais faire, mes ambitions, etc. Et c'était passé. Moi, mon entreprise, avec le chiffre d'affaires qui est fait, c'est plus facile d'emprunter 1 million d'euros qu'à l'époque, quand je faisais 180 000 € de chiffre d'affaires et d'emprunter 140 000. Donc, c'est pour ça que je vous dis que là, c'est pas une excuse, entre guillemets, d'avoir eu l'argent de côté pour prouver à la banque qu'on était sérieux. Donc deuxième chose, pourquoi un circuit? Pourquoi je vous demande de me prêter 1,2 million? Et ça, c'était à l'époque où j'avais pas encore négocié le circuit à 950 000. Donc c'était vraiment 1,2 million dont j'avais besoin, parce que j'avais pas encore eu une étape de négociation supplémentaire. Donc je leur dis, voilà, pourquoi j'ai besoin de ça? Par rapport à mes vidéos, qu'est-ce que je veux faire? Aujourd'hui, on travaille avec YCF depuis des années. On va mettre en place un pôle moto sur place, une flotte de karting. On fait des vidéos, donc il y aura des journées qui seront off dans la semaine où je mettrai à disposition mon circuit. Pensez par exemple à des gars comme Romain Monti, où j'aurais pu lui donner un full accès à mon circuit. Lui, il vient, il fait ce qu'il veut, il invite ceux qu'il veut, je lui mets aucune contrainte. Juste en contrepartie, Romain, dans ses vidéos, il dit merci à tel circuit. Vous pouvez ici faire du karting, de la moto, du super motard, toute la semaine. Et il y a par exemple le lundi et le mardi, c'est la journée des youtubeurs. Et tous les youtubeurs auraient eu accès gratuitement à mon circuit pour faire de la promotion. Mais je demandais pas un truc de ouf, je demandais juste de dire à mon circuit qu'il était là. Et qu'à côté de ça, je faisais du karting et tout, ce qu'aurait fait connaître le circuit publiquement dans le domaine de YouTube. Et ce qui m'aurait amené des gens qui auraient fait du karting, des gens qui auraient fait de la moto, des gens qui auraient pris des track days, des journées drift, etc. Il y avait Nico, l'ancien patron de GTRS,
qui lui aurait pris des créneaux dans la semaine où on savait que tous les vendredis, par exemple, c'était un track day drift. Donc moi, j'avais déjà prévu d'acheter un tracteur avec une benne à eau derrière pour pouvoir faire un bac de rétention de flotte, récupérer toutes les eaux qui tombaient des gouttières et tout, faire des bacs de rétention pour pas mettre de l'eau potable sur le circuit. J'avais tout prévu. Et d'avoir un tracteur, un vieux qui était déjà sur place. Moi, j'avais juste une remorque avec une tonne à eau. Et comme ça, toutes les demi-heures ou toutes les heures, tu passes sur le circuit, tu fais un tour où tu jettes de la flotte. Et là, tu fais des track day drift, comme il y a un peu à l'Oyac, avec Yann Lejossec. Donc je m'étais dit, on va faire ça. Et donc là, c'était trop cool parce que à la fois, il y avait un business plan qui était bien. Les youtubeurs, ils me faisaient de la promo pour mon circuit. Toute la semaine, les gens pouvaient venir faire du kart, venir faire de la moto, venir faire de la voiture. Et on avait tout fait des créneaux. Le vendredi, le samedi et le dimanche, c'était que du karting et de la mini-moto. Journée vraiment loisir, famille et tout. Et le reste de la semaine, c'était des track days en drift, les journées pour les youtubeurs. Et moi, je venais un peu quand je voulais pour faire mes propres vidéos à moi. J'essaye la H2R, je mange l'embrayage de la H2R, je pose le genou avec la Harley Davidson de ma mère, j'essaye le HY avec l'Aftral sur le circuit. Là, je vous donne plein de titres de vidéos que j'aurais pu faire là-bas. Je me pose avec mon avion sur le circuit, je fais le tour du circuit avec mon avion, je défonce mon circuit avec le tank. Non, ça, je l'aurais pas fait. J'essaye mon tracteur, mon tractopelle sur circuit. On fait une course de vélo, on fait les 24 heures de vélo sur piste, mec. Ça existe au Mans en plus, ça. On aurait pu faire des trucs de fou, mec. J'aurais appelé Scoot de Street, on aurait fait une endurance en trottinette, tu vois. J'en sais rien. On avait des trucs géniaux, putain. Rien que de penser à tout ça, ça me fout le seum. Et donc voilà, j'explique aux banques qu'en plus de l'activité, loisir, j'allais amener un vrai truc avec YouTube, en donnant l'accès à des youtubeurs, en organisant plein d'événements, des 24 heures de mini-moto avec YCF, faire des événements sur place et tout, ça aurait été top. En plus de profiter à ma société principale YouTube, parce que ça m'aurait permis de faire beaucoup de contenu là-bas. Et donc c'était un vrai outil pour moi pour YouTube. Donc ensuite, une fois que j'ai fait cette préface, c'est-à-dire que j'ai déjà présenté toute mon entreprise, tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à aujourd'hui, je présente maintenant la corrélation entre mon projet circuit et ce que j'ai déjà fait. Et après, je commence à dire, voilà, maintenant, donc là on parle j'ai déjà parlé pendant 1h30, et ensuite je dis, voilà, aujourd'hui, on a établi un prévisionnel. Là, je vais vous détailler quelques détails dans ce prévisionnel. Je vais revenir à la fin de la vidéo, hein. Restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce que je vais bien redétailler jusqu'à la fin de la vidéo et à la fin, je vais vous expliquer pourquoi ça a foiré. En gros, là, dans ce prévisionnel-là, je vais vous montrer plein de choses dedans. Je vais pas évidemment aller sur toutes les pages. Pour ceux qui sont abonnés, vous êtes presque 100 000 à lire les mails que je vous envoie toutes les semaines, le 100 hebdo. Donc voilà, c'est un mail hebdomadaire que je vous envoie où je vous explique plein de trucs sur les rendez-vous bancaires, sur les crypto-monnaies, sur la bourse, les investissements, l'immobilier, tout ce qu'on fait. C'est encore autre chose que le cercle. Le cercle, je vous en reparlerai bientôt avec une nouvelle annonce comme prévu. Ça, je l'avais déjà dit, je crois, la semaine dernière sur cette petite chaîne YouTube. Je reviendrai avec une annonce pour le cercle où je vous expliquerai tout ce qu'on prévoit. Là, il y a un vrai truc sympa pour vous montrer plein de choses. Donc le cercle, je vous en reparle bientôt. J'attends qu'on finisse le concours et qu'on continue à faire tout ce qu'on fait. Et après, je vous reparlerai du cercle très précisément et tout, en vous expliquant un petit peu ce que je change et tout. En tout cas, le 100 hebdo, ça n'a jamais changé. C'est le mail que j'envoie toutes les semaines. Et donc dedans, je vais vous envoyer dans le mail, vous aurez un dossier en PDF, je pense, ou un dossier, une pièce jointe, où vous aurez l'entièreté de mon dossier prévisionnel que je présente aux banques et que j'ai monté pour le circuit. Voilà le document. Donc là, on avait mis le nom de ma boîte, Motor Show, on avait mis à la fin. Bon, ça, c'était histoire de donner un nom à la nouvelle société qu'on aurait installée là-bas. FEA à Angers, budget prévisionnel 2024, 2025, 2026, équipe, finance, la boiserie, voilà. Là, on arrive, donc déjà, on présente un sommaire. Alors ça, je le présente pas en papier quand je suis avec les banquiers. On a mis une télé dans notre petit salon, là, et on présente des diaporamas. Donc en fait, tout ça, ça passe à la télévision, puis nous, avec un ordinateur, on change les pages. Donc là, on a déjà un sommaire où j'explique, voilà tout, la présentation, l'identité de l'entreprise, les comptes de résultats, la structure de financement, etc. Là, on explique qu'on a fait une extrapolation, ce qu'un prévisionnel, c'est ce que tu prévois de faire avec l'entreprise en question. Donc c'est en disant, en gros, c'est l'air de dire, si vous me prêtez de l'argent, vous, la banque, voici ce que je vais faire de cet argent. Donc là, j'ai fait toujours une petite préface dans une phrase. La réalisation de ce document a été faite en collaboration avec monsieur la boiserie, en retenant des hypothèses de fonctionnement raisonnables. Ça veut dire on n'est pas là en train de te dire on va faire 8 milliards d'euros, frère. Alors que dans la réalité, on va faire 5 euros par jour. Tu vois, donc on fait plutôt quelque chose de revu à la baisse, qui n'est pas du tout prétentieux. Voilà, donc si on prévoit de faire 1 million, on va plutôt mettre 800 000. L'identité de l'entreprise, l'activité, forme juridique. Donc là, on explique que ce sera une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle, parce que je serai le seul à être le président de cette entreprise, et ce sera une SAS, société par action simplifiée. Capital social, dès le départ, je prévoyais de mettre 10 000 euros. C'est important de mettre 10 000 euros quand tu as plusieurs entreprises comme moi. Quand tu commences, 1 000 euros de capital social, c'est très bien. Pour des entreprises qui se développent et qui marchent de mieux en mieux, c'est obligé. Moi, j'ai une boîte qui fait pas mal de chiffre d'affaires.
je suis obligé à un moment donné, pour des raisons de crédibilité, d'avoir un gros capital social et montrer que notre société tourne bien. J'ai des sociétés avec 1 million d'euros de capital social. Et là, au moins, tu sais que tu es crédible quand tu demandes des sous. Parce que les gens, ils disent, bon, attends, il a une boîte avec 1 million, une autre boîte avec 1 million. Toutes ces autres boîtes, il y a 100 000 euros là, 100 000 euros là, 100 000 euros là. Et c'est de l'argent que tu as immobilisé pendant un moment, parce qu'avant, tu étais obligé de l'immobiliser tout le temps. Là, c'est pendant un moment. D'avoir 1 million d'euros, ça veut dire que tu as eu 1 million d'euros. Tu vois, même si tu ne l'as pas immobilisé pendant 10 ans, c'est important de pouvoir faire ça. Donc déjà, quand tu montes une boîte et que tu en as déjà d'autres, si tu mets 10 000 euros de capital social, c'est quand même une bonne chose. Donc là, j'explique voilà ce que j'avais prévu, les clôtures de l'exercice, comment ça se fait, etc. Le projet, pour ceux que ça intéresse, on vous mettra le lien du mail dans la description. Vous pourrez lire tout ça si ça vous intéresse. Mais tu vois, création d'une activité complémentaire aux activités loisirs mécaniques vidéo du groupe La Boiserie. Acquisition d'un circuit aménagé, circuit de 1400 mètres homologué par la FFSA, être propriétaire des lieux, diversification de l'exploitation des lieux, c'est-à-dire qu'on va apporter plus que ce qui était déjà fait là-bas. Organisation et diversification, c'est quoi? On donne le détail. Glisse, drift, mini-moto, organiser des compétitions de supermotard, de karting, événements avec des partenaires, des boutiques éphémères, des séminaires, du team building, c'est-à-dire qu'on aurait ouvert la possibilité à des entreprises de venir et de faire du karting et tout. Là, le projet, il est incroyable quand tu vois ça comme ça, c'est horrible. Des journées de formation et la synergie des activités vidéo. C'était cool parce qu'on avait vraiment une cohérence avec tout ce qu'on fait. On est dans la moto, on est dans la voiture. Attends, on va se casser de cet endroit pluvieux de merde. Viens, on va aller là, Valentin. Allez, on va se mettre dans le beau salon du château, on va profiter de ce salon et on va aller dans le salon où justement on fait les rendez-vous avec les banques. Vous voyez l'écran, les amis? C'est celui-là. Donc cet écran-là, on le prend, on le met là au bout de la table et là, c'est là qu'on fait les rendez-vous avec les banquiers. Ou d'autres gens, hein, ça peut être d'autres personnes. Alors, donc voilà, ça c'est ce qu'on avait prévu. La suite, c'était le budget. Une extrapolation du chiffre d'affaires. Donc nous, on a ici, par exemple, tu vois ce que j'avais proposé à la banque, en extrapolant quelque chose de très réel. J'avais extrapolé les journées glisse. Je sais combien ça se loue, je sais combien les gens payent pour faire une journée glisse, à peu près 200 balles la journée, etc. Donc je m'étais dit, quels sont les frais? Donc moi, j'avais prévu déjà de prendre 2 salariés sur place pour pouvoir s'occuper du terrain, s'occuper des frais, tu vois, par exemple, foutre la flotte, ouvrir le portail, gérer les encaissements, les machins. Donc j'avais prévu de mettre 2 salariés sur place. Ici, j'avais vu une activité qui tournerait 12 mois dans l'année, parce que toute l'année, tu peux faire des journées glisse. Tu vois, faire du karting en famille, il y a des moments dans l'année, en plein hiver où il pleut, tu fais pas ça, c'est la mort. Donc c'est pour ça qu'il y a des activités où il y a marqué 12, parce que c'est sur 12 mois, et il y a des activités où c'est sur 6 mois. Par exemple, le karting, tu sais qu'en plein hiver, quand ça pue la mort dehors et tout, tu fais pas de journée glisse. Enfin, tu fais pas des journées karting, pardon. Donc là, j'avais extrapolé les revenus. Donc là, j'étais parti sur un chiffre d'affaires de 764 000 euros TTC, incluant tout. Donc tu vois, sur les 12 mois, ça faisait 144 000 euros de revenus pour les journées glisse. Sur 6 mois, ça faisait 60 000 euros de revenus pour le karting. Pour les mini-motos, sur 12 mois, parce que les mini-motos, quand tu organises des compétitions, les mecs, c'est des vrais bourrins, ils s'en branlent d'aller sous la flotte, etc. Et en plus de ça, dans mini-moto, j'incluais aussi du supermotard, parce qu'il y a un terrain de cross qui était sur place qu'on pouvait modifier, donc tu pouvais rouler sur la piste, sortir de la piste, aller dans la terre, sauter, atterrir sur la piste et tout. Donc il y avait un super terrain de supermotard. Donc là, j'avais inclus 60 000 plus 80 000 euros de revenus annuels pour les journées supermotard, les journées mini-moto, les compétitions, parce que tu sais, tu peux organiser des 24 heures de mini-moto, tu peux organiser des compètes de supermoto, et là les mecs ils s'inscrivent à l'avance, c'est un peu plus cher, mais tu prépares la bouffe et tout. J'avais remis, je sais plus comment j'ai ventilé ça, j'avais tout mis dans compétition de karting, mini-moto, supermotard, donc ça c'était pour faire des endurances, des choses comme ça que j'aurais fait avec le team Luquin, je les aurais fait avec YCF, je l'aurais fait peut-être avec Sodicar pour organiser des trucs de karting, tout ça. Donc là, comment ça se ventilait? Moi aujourd'hui, j'avais négocié à 950 000, mais il y avait des petits travaux que je voulais faire. Et puis t'as aussi tous les frais de notaire, donc on arrivait à, peut-être même j'avais négocié à 900 000, je me rappelle plus exactement, mais bon, on s'en fiche. Donc on arrivait à un total d'investissement, pas de ce qu'on demandait en argent, mais un total d'investissement de 1 32 000 euros. Donc le circuit, je l'avais ventilé comme ça. On achetait le circuit en bitume 510 000. Ensuite, on avait dit que les bâtiments, on les achetait pour 300 000. L'atelier, on l'achetait pour 15 000 balles. La flotte de karting, on l'avait ventilé pour l'acheter. La flotte de karting, on avait dit qu'on l'achetait 75 000 euros. Une flotte de je sais plus combien de karting, 20 ou 30 karting. Ça coûte ça d'ailleurs, hein, c'est même pas très cher. Les honoraires du notaire, il y en avait pour 72 000 euros. Les débours du notaire, donc ça c'est les premiers frais que tu fais, etc., 10 000 euros. Frais d'agence, il n'y en avait pas parce qu'on passait pas par une agence. C'était Nico, l'ancien patron de GTRS. Et il y avait des travaux pour 50 000 euros hors taxe. Donc c'est pour ça qu'on arrivait à un total de 1 32 000 euros. Calcul des amortissements, donc ça c'est pour la banque, c'est pour montrer comment on comptait amortir. Donc tu vois, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 5 ans, parce que par exemple un karting tu l'amortis sur 5 ans, un bâtiment tu peux l'amortir sur 20 ans, le circuit c'était tout ça c'est des règles fiscales et comptables
où t'as pas le choix. Un karting, tu peux pas l'amortir en 1 an, tu peux pas l'amortir sur 20 ans. C'est comme ça. C'est comme le papier, une imprimante, un truc, ça peut s'amortir en 1 an. Il y a plein de choses. Donc on avait fait tout un tableau d'amortissement par rapport à la ventilation qu'on avait fait entre le bâtiment, etc. Tout compris, tu vois, t'avais le parc de mini-moto qu'on voulait acheter, t'avais le circuit, ah voilà, c'était 900 000. J'avais négocié le circuit à 900 000, le circuit 900 000, les frais d'acte, c'était 72 000 tout compris, et après on avait reventilé, voilà, tout ce qu'on avait préparé. Voilà, ensuite financement. Donc là on arrive sur une partie où j'explique emprunt bancaire. Plus les frais, je demandais 932 000 euros. Les travaux, je les mettais pas dedans parce que je les payais sans financement. Apport en numéraire, donc ça veut dire l'apport que je mettais 100 000 euros. Donc je mettais 100 000 euros d'apport, et donc plus 932 000 euros financés par une banque, ça, on arrivait à 1 032 000 euros. Ici, le montant de l'emprunt, tu vois, on avait négocié, on avait pris un taux d'intérêt qui était très haut, parce que c'était vraiment là où c'était n'importe quoi, donc on avait pris un taux exagéré pour être sûr d'être dans nos frais et que ce soit que négatif à la proposition qu'on avait fait. 932 000 euros, durée 15 ans, taux d'intérêt 5%, on a pris large pour être sûr que ce soit moins que ça, et ça nous donnait les annuités, les mensualités, ça nous donnait 89 000 euros, annualité, et les mensualités, ça nous donnait 7 400 euros par mois que ça aurait coûté. Donc il aurait fallu qu'on rembourse 7 400 balles par mois. Et donc là, ensuite, là on avait fait un tableau de remboursement de l'emprunt et tout ça, donc ça, ceux que ça intéresse, vous aurez tout ça dans le 100 hebdo. Là, ici, c'est quoi? L'emprunt des travaux, là, c'était 50 000 balles, mais on empruntait, c'était à 1,25%. Et là, ici, on commence à rentrer dans le compte de résultat prévisionnel. Donc, première année, septembre 2024, parce que je comptais ouvrir en septembre 2024. Donc là, on avait commencé à faire un tableau. Donc, première année, 2024, 400 000 euros de résultat. Donc là, 2025, on espère le temps que ça se fasse connaître, le temps qu'on démarche des gens, etc. et qu'on fasse connaître le circuit. Donc l'année d'après, on avait extrapolé 100 000 euros de plus. Et septembre 2026, l'année encore d'après, on avait extrapolé encore 100 000 euros de plus. Donc 400 000 euros la première année, 500 000 euros la deuxième année, 600 000 euros la troisième année. Mais il n'y a pas que l'augmentation du chiffre d'affaires, on comptait également bien augmenter notre marge. Donc là, on avait mis tout. Tu vois, les frais généraux, les frais de personnel, tu vois, 118 000 euros de frais personnels à l'année avec 2 salariés, je crois que c'était 2 qu'on avait compté là-dessus, peut-être plus, dotation aux amortissements, les charges financières, les impôts sur les sociétés, et on avait, à la fin, ça nous donnait un résultat net comptable de 44 000 euros, et surtout la capacité d'autofinancement. Ça veut dire que, si tu veux, la capacité d'autofinancement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton entreprise, elle va générer un chiffre d'affaires, mais est-ce qu'à la fin, elle arrive à générer du bénéfice pour pouvoir rembourser le crédit? C'est-à-dire que si tu as 7 000 euros de crédit par mois pour rembourser la banque pour le circuit, est-ce que les 7 000 euros, on avait dit que ça faisait 89 000, quelle est la capacité d'autofinancement du projet? Et là, nous, on voyait que dès la première année, on avait une capacité d'autofinancement de 132 000 euros. Ça veut dire que dès la première année, on allait au-delà des 89 000 euros de remboursement bancaire. C'est-à-dire qu'on demande de l'argent à la banque, mais on est capable, dès la première année, de rembourser les mensualités. Ça veut dire que si tu dois rembourser 7 000 euros tous les mois, mais une fois que tu as payé toutes les charges, le crédit, le machin, le truc, le bidule, et tout ça, à la fin, si ton circuit, tous les mois, il te fait 5 000 euros de bénéfice net, t'as pas 7 000. C'est-à-dire que t'as pas une capacité d'autofinancement. Pas la première année, mais c'est pas grave, ça peut être que la deuxième année, la troisième année. Là, nous, avec ce qu'on avait prévu, qui était déjà quelque chose de revu à la baisse, on avait prévu quand même au départ 760 000 euros de chiffre d'affaires, et là on partait sur 400 000 pour avoir une extrapolation revue à la baisse, et qu'on n'arrive pas au banquier en lui disant les gars, moi je suis un génie, je vais faire 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires la première année, tu vas voir, c'est incroyable. Et ça, les banquiers, ils ont l'habitude, ils vont se foutre de votre gueule, ils vont se dire vas-y, il nous prend pour qui, frère, il nous demande de l'argent, il est en train de nous vendre du rêve, et ça va être comme plein de gens qui nous vendent du rêve, quand ça va sortir, ça va pas être aussi fou qu'il nous dit, et ça se trouve, on va devoir s'asseoir sur nos crédits. Donc c'est pour ça que moi je préfère voir très bas, avec un truc qui est limite à passer, mais au moins c'est très 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 proche de la réalité, voire en dessous. Et donc là, moi je prévoyais tout compris 760 000 euros de chiffre d'affaires, et là pour la première année, j'avais extrapolé 400. Tu vois, donc on était quand même on était loin de la réalité, mais dans l'autre sens, tu vois, c'était à notre bénéfice. Et même en voyant très bas, la boîte, elle est capable de générer 132 000 euros de bénéfices, mais la banque, pour payer le circuit, nous demande que 89 000. Ça veut dire qu'on avait 40 000 euros en plus qui restaient après avoir payé le circuit et toutes les mensualités. Donc c'était quelque chose de bon. L'année d'après, on voit qu'on n'est plus à 130 000, on est à 160. Et l'année d'après, si ça va encore bien, septembre 2026, on voit qu'on est à 218 000. Donc voilà. Ensuite, là, on est rentré dans le détail, les charges externes, les frais généraux, etc. Donc là, on a extrapolé. Combien ça nous coûterait d'électricité? 4 000 euros.
Les carburants, 25 000 euros. Les fournitures en petit équipement, 10 000 euros. La sous-traitance, les gens qui vont peut-être venir faire des vidéos sur place là-bas, est-ce que mes cadreurs, ça sera pas plus cher d'envoyer mes cadreurs là-bas, etc. Vaut mieux peut-être prendre un cadreur qui habite pas loin de là-bas et qui peut venir faire des vidéos. Donc on avait pris de la sous-traitance. Les locations, les charges locatives, les entretiens du karting. Un karting, ça s'entretient, il faut changer les pneus. On a calculé combien usait de pneus un karting par tour. On a calculé combien de litres d'essence un karting utilise en fonction des sessions qu'on fait dans la journée. On a calculé combien de temps il faut changer les pistons, combien de temps il faut renouveler les flottes de karting. On avait fait des partenariats avec des boîtes comme Sodicart pour essayer de voir combien de temps il fallait changer les kartings. Voilà, les déplacements, les frais mission-réception, tout ça c'est vraiment de l'écriture comptable qui nous permettait de donner tous les chiffres. Donc tu vois, on a plein de chiffres. Combien ça coûte un karting, combien ça nous coûte d'essence, combien le bâtiment, tout compris, nous coûte d'électricité, combien ça va nous coûter de la personne qui a l'atelier pour faire l'entretien, combien ça va nous coûter de faire de la publicité, combien ça va nous coûter les frais de téléphone. À l'année, tu vois, on a 500 euros de téléphone, parce qu'il faut un téléphone là-bas pour pouvoir répondre, etc. Les frais bancaires, il faut ouvrir un compte sur une société, donc il faut bien payer des frais bancaires avec une carte bleue, etc. 1500 euros à l'année. Et donc on a détaillé tout ça, on voit qu'à la fin, on a des charges, et puis ensuite, t'as le produit, et puis t'as les charges, et puis t'as le résultat de la boîte en face, t'as le chiffre d'affaires. Une fois que t'as payé toutes les charges avec ton chiffre d'affaires, c'est là que, quand tu viens enlever tout ça, que tu te rends compte du bénéfice. Et c'est ça qui nous permettait d'être très réel, parce que le banquier, si tu lui dis « je vais faire ci, je vais faire ça », là on est rentré dans le détail, on a proposé aux banquiers, on leur a dit « nous, on connaît des partenaires, moi j'ai fait mes études en mécanique, on est capable de savoir si c'est réel ou pas, de combien de gomme de pneus va consommer un putain de karting par tour de circuit, tu vois, divisé par l'exploitation prévue, vu que c'est que 6 mois, parce que l'hiver il fait un temps de merde. Et donc quand t'amènes autant de détails, le banquier se dit « bah, ils se foutent pas de ma gueule, quoi, c'est réel les chiffres ». Tu vois, si tu lui dis qu'un karting, il faut changer les roues toutes les heures, le mec il va se dire « t'exagères un petit peu au niveau des charges ». Tu vois. Alors que là, nous, on avait fait quelque chose de très réel. Et tu vois, les YCF pour l'entretien, etc., je connais bien Geoffrey, le patron d'YCF, tu sais très bien que les frais sur une YCF de piste, c'est zéro. Les pneus, c'est pratiquement à vie de la moto. Les freins, voilà, les plaquettes une fois par an. La vidange, tu la fais jamais de ta vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade. Donc, on connaissait bien ça. Et c'est là qu'à la fin, on arrivait sur un total des charges, les impôts, etc. Et puis les personnels, on avait un total de 200 000 euros de charges sur les je sais plus combien de chiffres d'affaires qu'on avait mis en face. Ensuite, on avait pensé à tout, les taxes foncières. On avait aussi pensé à une rénovation du bitume tous les 15 ans. On avait demandé à plusieurs personnes qui étaient propriétaires de circuits, qui avaient l'habitude. On avait compté pour 1,4 km de circuit autour de 100 000 euros de rénovation tous les 10-15 ans. Tous les 10-15 ans, venir gratter le bitume et remettre une couche. Ça coûtait 100 000. On avait fait des devis. Comme ça, on apportait des chiffres réels à la banque. On avait compté 3 000 euros de taxes foncières. Et puis là, on avait compté 2 CDD, donc des gens qui travailleraient qu'en été, et 3 personnes à temps plein. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'avais compté plus de gens que je disais tout à l'heure. Et donc, on arrivait sur des salaires, tu vois, avec... tu vois, il y avait une personne qui était payée brute 3 775 parce que c'était quelqu'un qui était gérant, donc il aurait gagné un peu plus. Il y avait des personnes qui étaient censées être payées 2005. Et à la fin, tu avais le total des gens qui étaient là à temps plein, le total des gens qui étaient là saisonniers que pour l'été. Et ça nous donnait aussi les charges salariales. Et ça nous donnait aussi ça nous donnait un pourcentage par rapport à l'argent que ça allait coûter en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que c'était possible de prendre 3 personnes? Est-ce que c'était possible d'en prendre 4? Enfin, tu vois, et toujours en se référant à des gens qui ont l'habitude, pas comme moi qui n'a pas l'habitude, tu vois, je sais pas ce que c'est de faire un circuit, j'avais jamais fait. Et donc ensuite, sur ce document-là, il y a plein de choses, tu vois. À la fin, on fait des tableaux. Variation du besoin de fonds de roulement. Avoir un BFR tout le temps, c'est intéressant dans une boîte et c'est obligatoire. Et de combien on estimait avoir notre BFR dans l'entreprise, quelle était la variation de notre capacité de remboursement par rapport aux charges, par rapport aux frais. Et donc là, il y a plein de chiffres qu'on a sortis ici. Tu vois, les apports qu'on a mis, 100 000 euros, les emprunts bancaires, les emprunts de travaux, non, la capacité d'autofinancement pour l'année 1, l'année 2, l'année 3. Enfin voilà, tout ça, tout ce document-là, les amis, on vous le remet. Évidemment, pour les gens qui pensent que c'est une arnaque, c'est totalement gratuit. Le 100 Hebdo, c'est un mail où on va plus loin dans la démarche de YouTube, où on vous explique plein de choses, où on vous donne des documents comme ça. Et ça, je pense que ça peut aider pas mal de gens qui veulent lancer un projet. Pour s'en inspirer, évidemment, il ne faut pas faire du copier-coller. Mais là, vous avez des chiffres, vous allez voir à quoi ils correspondent. Un boulanger peut se servir de ça. Parce que moi, je vais prévoir des pneus pour mon karting. Il y a une ligne où c'est écrit, tu vois, dans les charges.
Toi, tu vas prévoir peut-être le renouvellement d'un four à pain pour ta boulangerie, ou tu vas prévoir des travaux d'électricité parce que peut-être que ta boulangerie, elle n'est pas capable aujourd'hui d'alimenter un four de nouvelle génération qui va tourner en triphasé et bouffer je sais pas combien d'ampères. Alors qu'avant c'était un système au feu de bois, j'en sais rien. Je connais pas la boulangerie. Je sais que ça peut servir pour un boulanger comme un mécanicien, comme n'importe qui, et pour des gens qui veulent se lancer. Et au pire des cas, si t'en as rien à foutre, ça peut être rigolo de lire un document de quelqu'un qui a foiré un projet. Pourquoi ça a foiré? Putain, pourquoi Valentin, je te dis pas, saute dans l'auto. On se casse, on va faire du circuit cette nuit et tout, se faire enculer. Putain, mais mec, ça serait arrivé, ça, tu le sais? Ouais. Tu le sais que ça serait arrivé, on serait là autour d'une chicha en disant, les gars, qu'est-ce qu'on fait autour d'une chicha? On a un circuit. Venez, on éteint la chicha avec de l'eau, là, on met ça en l'évier, on prend une voiture, il est 2h du mat, on se casse au circuit, frère. On va là-bas et on tartine les voitures toute la nuit, on rentre, on dort là-bas. Putain, j'ai failli avoir un circuit. Fais chier, merde. Bon, bah, les gens, s'il y en a qui vendent des circuits, j'ai envie d'acheter un circuit. Donc, s'il y en a qui sont prêts à vendre leur circuit, il me faut au moins 1,5 km de tracé. Je suis preneur. Et vous voyez combien que ça coûte, essayez pas de me le vendre 3 millions. Mais putain, c'était l'affaire en or, une affaire en or. Un peu loin du château, mais avec mon permis d'avion et tout, c'était pratique parce que je pouvais tracer là-bas en avion. C'était bien, il y aurait une activité sur place, il y aurait eu du monde sur place, c'était génial, putain de merde. Franchement, j'ai le seum. Comment ça s'est pas fait, finalement? J'ai fait une proposition, une deuxième proposition. Je donne pas de nom, je donne pas d'adresse, je dis pas où c'est parce que les gens ils font quand même leur business à côté. On a rencontré quelqu'un qui était formidable, qui était très gentil, le monsieur qui vendait. D'après ce que j'ai compris, il voulait pas vendre au départ le monsieur, mais il y a eu des problèmes dans sa famille avec ses enfants et tout. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que j'ai compris. Je suis pas sûr de ce que j'avance, donc prenez-le pas pour acquis, les gens qui connaissent le mec et tout, allez pas lui dire ah la boiserie il a dit ça dans sa vidéo. C'est ce que je pense moi, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai compris, le fils a pas pu reprendre pour des raisons qui les regardent. Et le père a été déçu, il s'est dit, bon, vu que mon fils reprend pas, je vends. C'est ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe. C'est qu'il y a une femme là-dedans qui était pas d'accord avec tout le monde. Voilà la vraie raison. La femme du monsieur en question n'était vraisemblablement pas au courant de tout, surtout des négociations. Et ce que je savais pas moi, je pense, c'est que la femme du monsieur qui me vendait le circuit, je pense qu'elle était pas d'accord pour négocier autant. Parce que vu que le prix de départ c'était 1,2 million, qu'on était descendu à 900 000, vu qu'il y a eu sûrement des petites querelles entre eux au niveau de la négociation et du prix, parce que le monsieur était plus vendeur que la dame, je pense. On a été loin dans la démarche, hein, on était à 2 doigts de signer le compromis de vente avec les notaires, mes notaires étaient au courant. La banque, donc une fois qu'on a fait ce rendez-vous-là, il y a eu des semaines, des mois qui se sont passés, la banque m'a fait un retour positif, ça devait être même être un pool bancaire, parce que c'est exactement au même moment, c'est le même jour que j'ai parlé aussi. Et là, c'était un peu risqué de ma part. C'est le même jour que j'ai demandé aux banques de me financer mon projet où je vais faire mon nouveau magasin d'airsoft et où on va mettre à Jabot Assurance. Et donc, j'ai demandé aussi cet argent-là pour ce bâtiment-là, qui m'a coûté aussi 1 million d'euros. Donc, je demandais 1 million, enfin non, je demandais 932 000 plus 850 000, je crois. Donc, tu vois, je leur demandais beaucoup d'argent. Donc, ce dossier-là, il passait, mais avec un pool bancaire. Donc, l'intérêt d'avoir plusieurs banquiers en même temps à cette réunion. Donc c'était un pool bancaire, donc il y avait une banque qui me prêtait 500 000, une autre banque qui me prêtait 400 et quelques mille. Et donc c'est ça un pool bancaire, c'est que des fois les banques s'arrangent entre elles. Il y en a une, elle va dire, là monsieur Lucien, vous avez déjà le château, on a déjà le bâtiment de l'airsoft, on a déjà le magasin de moto, en quelques années ça fait trop pour nous, on vous a déjà beaucoup financé. Donc nous on est capable, mais on ne veut pas remettre 1 million d'euros, mais on peut vous reprêter 500 000. À vous de trouver la banque qui viendra en collaboration avec nous en face, mettre les 500 000 qui restent pour faire 1 million d'euros sur votre projet. Et on avait trouvé les 2 banques avec qui je continue de travailler et qui étaient prêtes à faire un pool bancaire. D'ailleurs, on a fait aussi d'autres pools bancaires sur d'autres projets. On a eu donc l'accord de la banque. Ça a été une petite négociation quand même, parce que j'ai déjà des encours bancaires et tout. Et les notaires et tout qui étaient au courant, qu'on commençait à monter le dossier. On était prêts à signer le compromis de vente. La dame m'a envoyé chier, clairement. J'ai quand même mangé un mail, frère, où je me suis fait un peu descendre dans la gueule, où on m'a dit que c'était n'importe quoi, etc., que je les volais et tout, alors que c'était d'accord avec le monsieur. Le monsieur était d'accord, il a dit ok, on s'est serré la main, c'était ok. Moi j'ai dit ok, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, c'était d'accord, c'était vendu, j'avais mon putain de circuit, tu vois. Et la dame, elle m'a envoyé chier, moi j'ai essayé de négocier le truc, je me suis dit bon, quitte à me faire uriner sur la gueule, je préfère prendre de la pisse sur le front mais avoir quand même mon circuit, tu vois. Je vais pas non plus me mettre à 4 pattes, mais bon, s'il faut prendre un bol de pisse dans la gueule de temps en temps, vas-y, je le prends, je ferme ma gueule et je vais avoir mon circuit, tu vois. C'est moi qui sera content en train de faire des wheelings à 5h du matin avec ma H2R, avec mes lampadaires et tout, au milieu de la piste, tu vois. Je me voyais déjà mettre des lumières pour faire des roulages de nuit et tout, ça aurait été une dinguerie, mec. Je voyais déjà des lampadaires Milwaukee partout, mec, qui auraient éclairé le circuit, ça aurait été génial. Je commence à essayer de renégocier, dire est-ce qu'on peut trouver une solution, machin truc.
mort de chez mort. Donc je sais que la chute de cette vidéo, comment elle est que c'est une leçon de vie, parce que même quand tout est fait, même quand tu es à une semaine de la signature, que tout est OK, que tout le monde est d'accord, que la banque te finance, après avoir travaillé, parce que le dossier comme ça, t'imagines qu'il faut le préparer. On l'a préparé avec Géraldine et Romuald, on a passé des heures. Enfin, tu vois, on a travaillé, tu vois, pour que ça passe au niveau de la banque. Et c'est passé. On a envoyé nos documents au notaire. Le notaire, il a contacté la mairie, il a essayé d'avoir les infos, les machins, l'urbanisme et tout le bordel. Tout était OK, jusqu'à ce qu'il y ait eu cette embrouille avec la dame. Jusqu'au dernier moment, il faut pas croire que t'as vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et il m'est arrivé la même chose il y a quelques années avec le château. J'étais en train de signer le compromis de vente. J'étais rendu dans le château à faire des devis pour la mérule dans la charpente. J'ai payé des mecs à mes frais pour venir voir s'il n'y avait pas des champignons dans la charpente. Pour qu'au dernier moment, la mairie, frère, me dise « Je vous cache pas que les vendeurs du château, on les déteste. Les enfants, c'est des gros cons. » Le maire, il m'a dit ça. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit « Je vous cache pas que les gens qui vendent le château, je les déteste. C'est des sales cons. » Il m'a dit « C'est des sales cons. » On n'a pas spécialement envie d'aller dans leur sens. Donc en gros, moi j'étais simplement la petite merdasse qui prenait dans la gueule les répercussions d'un problème entre une grosse famille qui avait un château depuis des années dans un village et le maire qui détestait cette famille. Et ils ont réussi à trouver que le petit fleuve qui passait dans la cour du château, ils ont cherché sur les registres napoléoniens qui avaient je sais pas combien de dizaines de décennies, à dire que l'eau c'était la propriété de la mairie machin, et ils nous avaient envoyé 400 000 € de travaux pour boucher le ruisseau, enterrer des tuyaux par en dessous, faire une esplanade pour que les gens du village passent d'un côté des terres, de l'autre côté des terres avec du village. Donc en gros, t'avais des gens qui passaient sur un petit portique en bois devant ta cour, quoi. Tu vois, t'achètes un château, frère, les gens ils passent devant chez toi. Et alors que t'as tous les hectares à toi et tout, tu vois. Donc ils réquisitionnaient des terres à droite, à gauche et tout. Mec, c'était la Gestapo, frère, la mafia. Et le château, il était beaucoup moins cher que celui-là. J'en rêvais, j'en dormais plus, frère. Je pensais qu'à ça. On a été le voir avec Babas, on a été le voir avec Khalid. À l'époque du confinement, ça a duré une pige et demie. Une pige et demie que j'étais sur l'achat du château. À ça de signer, tout était OK, les banques, tout. Pour qu'à la fin, la mairie réquisitionne la moitié des terrains. Ils l'ont vendu à un mec, je sais pas s'il fait pas un truc de notaire dedans ou un truc comme ça. Pareil, ça c'est des trucs horribles dans ma tête. Putain, ils l'ont négocié 500 000 ou 480 000 €, je crois, ils l'ont vendu. Un château, les gars, c'était un conte de fées. 480 000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai acheté mon Aventador SV plus cher. Ça me casse les couilles. Non, franchement, c'était incroyable. Il y avait 6 hectares de terrain et tout, il était incroyable. Mais bon, la mairie, frère, il y avait une guerre avec la famille. Et voilà, on était les balles perdues du truc, et voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai déjà eu cette frustration horrible, mais bon, j'avais pas commencé à dire, ça y est, j'ai mon château, et je peux dire que celui-là, personne n'était au courant avant que j'ai les clés du château. Parce que j'ai eu une galère aussi, frère. J'ai eu une putain de galère en achetant ce château. Au moment où j'avais posé 200 000 € d'apport, ma banque m'a viré. Je me suis fait virer de ma banque. Le crédit était signé, le compromis de vente était signé. J'ai donné 190 000 € d'apport. J'ai posé l'argent chez le notaire. Les virements étaient faits. J'ai signé le compromis. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, ma banque me dégage. Donc je me suis retrouvé comme un con. En me disant, attends, j'ai donné 200 000 € pratiquement. La banque me dit merde, donc j'ai plus de financement pour le château. Et j'avais pas l'argent pour payer le château. Donc là, je me suis retrouvé dans une situation stressante, parce que si tu te retires de la vente, dans le cas où j'étais, c'était pas une clause qui me permettait de pouvoir rendre la vente caduque et récupérer mon apport. C'est-à-dire que je pouvais perdre mon apport. Donc ça a été showtime. Donc j'ai eu une petite galère aussi. Tu vois, les gens, ils pensent que on est là en Lamborghini, en hélicoptère, c'est la belle life. Mais frère, on a fait des coups de poker des fois où je me suis chié dessus, je te jure, c'était un truc de ouf. Et donc ce château-là, je me suis pris une belle frayeur au dernier moment. Heureusement, j'ai un copain qui s'appelle Médéric qui m'a présenté son banquier, qui a été génial, avec qui je travaille encore aujourd'hui énormément. Et donc c'est pour ça que des mecs comme Médo, à la fois c'est un mentor pour moi, c'est un mec qui m'a beaucoup appris, mais c'est aussi un mec qui m'a rendu des putains de services. Donc voilà, je continuerai à lui sucer la queue toute ma vie. C'est trop cool parce que tous ces trucs-là, les trucs que j'ai foirés, etc., ça m'a donné de l'expérience. Le château, mon premier manoir, avec tous les emmerdes que j'ai eu avec la mairie, où c'était des espèces de fous là-bas dans cette mairie, ça m'a forgé pour acheter d'autres bâtiments où maintenant j'ai plus de problème parce que toutes les questions, tous les trucs, je règle tous ces problèmes-là avant. Le château que je devais avoir, où le maire aimait pas la famille, machin, ils m'ont mis des bâtons dans les roues à mort. Je l'ai pas eu ce château-là. Et tant mieux pour moi finalement, parce que celui-là est 10 fois mieux. Ça m'a appris énormément de choses, donc quand j'ai acheté ici, je peux dire que j'ai cassé les couilles pour tout le monde. Est-ce que le truc est pas frappé d'alignement? Est-ce qu'il n'y a pas des canalisations qui sont réservées à la mairie, que la mairie peut préempter? Tu sais, des fois, t'as des endroits, la mairie, elle a le droit de réquisitionner un bout de terrain. Pour éviter de te demander l'accès chez toi, ou si toi tu veux pas, la mairie, elle a le droit de dire, maintenant, le terrain où il y a la canalisation, il y a les travaux à faire, c'est la propriété de la mairie.
Et moi, j'ai eu ça sur une propriété à moi. La mairie, elle t'envoie un courrier, elle te dit bah maintenant, le terrain qui est devant chez toi là, c'est plus à toi, frère. Ça fait partie de la propriété de la mairie. Et donc tu te retrouves avec des tractopelles devant ta fenêtre en train de faire des trous pour les canalisations. On est dans un monde de fou les gars. Enfin bon, peu importe. Et si tu veux, donc j'ai appris toutes ces petites saloperies là, toutes ces petites servitudes, toutes les petites choses qu'il faut savoir avant une vente. Et ça m'a beaucoup appris. Donc c'est pour ça que les échecs, c'est intéressant de les partager. La morale de cette histoire, peut-être qu'un jour j'aurai un circuit, mais en tout cas c'est pour maintenant. Bon bah en gros voilà l'histoire de ce beau projet les amis. Circuit qui sera pas fait. Pour ceux que ça intéresse, je leur dis une dernière fois, vous pouvez vous inscrire sur le petit mail du 100 Hebdo, c'est une newsletter un peu entrepreneuriale, sympa, où on vous partage plein de petites choses. Et dedans, bah là, pour ceux qui regardent la vidéo à sa sortie, bah vous aurez le mail de demain, vu que c'est tous les jeudis. Ce beau prévisionnel où on a mis plein de choses. Et ça peut être intéressant aussi d'avoir vos retours, parce qu'on n'est pas des génies, on n'est pas des experts. Et ça peut être intéressant d'avoir aussi vos retours, parce que moi j'en ai d'autres de prévus, des prévisionnels à faire. Ça peut être sympa d'avoir un expert comptable, d'avoir un banquier qui pourrait me dire, bah tiens Lucien, dans ton prochain truc, cette ligne-là, tu pourrais l'enlever, ou tu pourrais modifier cette ligne, ou tu pourrais donner plus de détails là ou là. Il faut savoir que moi, cette chaîne YouTube, elle aide des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me voient dans les boutiques éphémères ou dans la vie de tous les jours et qui me disent, mortel ta chaîne secondaire, mais ça m'aide moi aussi. Parce qu'on a des contacts, il y a des notaires, il y a des banquiers, il y a plein de gens qui me donnent des petites choses dans les commentaires de ces vidéos. Il y a plein de gens qui nous envoient des mails, des gens qui me contactent, qui m'écrivent, et ça me fait beaucoup plaisir. Donc je suis très content de pouvoir partager ce document sur lequel on a beaucoup travaillé, et surtout si ça peut rendre service. Et ça peut en tout cas me rendre service à moi, si vous pouvez me donner des petites corrections ou des améliorations que vous auriez à me proposer. Voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je pense que j'ai raconté une belle histoire. Parce que ça a failli être une très belle histoire, ça aurait pu être un scandale, ça aurait pu ne pas marcher, je sais pas. En tout cas, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je suis pas propriétaire d'un circuit, mais on peut pas dire que j'ai pas essayé, et on peut pas dire que j'ai pas tout fait pour que ça fonctionne, parce que j'ai vraiment tout fait. Et peut-être que, qui sais-je, après cette vidéo, quelqu'un me dira j'en ai rien à foutre, je vends mon circuit, Lucien, tu es le repreneur. Et ben, je le serai sûrement avec plaisir. S'il y en a un parmi vous qui vend un circuit pas très loin du château, je préfère tant qu'à faire en avoir un près d'Angers, mais je sais que c'est compliqué. Il y a d'ailleurs des gens, j'ai parlé que dans une dernière vidéo où j'avais dit que je voulais m'acheter une île aux Caraïbes, il y a un abonné qui m'a proposé son île. Donc on a des abonnés qui sont très riches, hein. D'ailleurs il y en a un la dernière fois qui a survolé le château en hélicoptère pendant 40 minutes. Je me demandais s'il n'allait pas me lâcher une bombe au-dessus du château, parce que du coup je ne savais pas qui c'était. Donc il y a quand même des abonnés qui brassent un petit peu l'oseille, hein, bande de salauds, entre les hélicoptères et l'autre qui a une île. Et il m'a proposé son île privée, 6,5 millions. Une île de 13 hectares, avec une petite villa, tout ça, tout qui va bien. Bon, 6,5 millions, faut quand même les poser, les 6/5. L'île entourée de sable, une île quoi, avec des palmiers, la mer transparente. Oh putain, je te cache pas que ça a fait 3-4 tours dans ma tête en disant allez, je vends tout et je me casse. Oh franchement mec, de me dire, moi, que c'est réalisable. De me dire si demain j'arrête, mais je peux pas arrêter tout. J'ai toutes mes équipes et tout qui sont sur place. Et j'ai trop envie de faire des vidéos. J'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos. Mais à la retraite, je me barrerais bien sur une île. Ouais, ça c'est vrai, avec ma daronne. Mais là, je peux pas, mec. Déjà, là, tu vois, on tourne une vidéo, je suis heureux. Là, jusqu'à demain, on tourne pas de vidéo, je suis pas heureux. Mais par contre, la semaine prochaine, j'ai organisé un planning où tous les jours, je tourne 2 vidéos par jour. Je suis très heureux. Parce que j'adore être devant une caméra, j'adore raconter ma vie. Voilà. En tout cas, en plus, cette chaîne YouTube-là, secondaire, elle me permet de pas regarder le watch time, de passer le temps et de vous raconter plein de choses. Et il y a des gens que ça intéresse, d'autres pas. On s'en tape. Mais en tout cas, je peux parler comme ça, c'est trop bien. Je suis trop content. Bon, malheureusement, j'achèterai pas l'île de celui qui me l'a proposé. Et par contre, s'il y en a un qui me propose un circuit, peut-être que c'est un projet réalisable. Voilà, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt, on n'arrive pas très loin des 400 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, bordel de merde. Donc abonnez-vous les potes, c'est très important. C'est grâce à ça qu'on peut faire des beaux projets, raconter tout ce qu'on a pu faire, ou mal faire d'ailleurs. En ce moment, je raconte plus que ce que j'ai foiré et que j'ai réussi. Mais voilà, abonnez-vous, c'est très important les amis. Je vous embrasse et je vous dis topette. Tiens Valentin, travaille bordel maintenant. Au lieu de rien foutre depuis une heure là. Fais rien toi en ce moment toi. T'es là sur une chaise, tiens la caméra, non mais tu veux pas une chicha non plus, tu veux pas une Wii. Une Wii, ça existe encore ça?